Nous sommes le 5 décembre aujourd'hui et c'est Noël, voilà, avec 20 jours d'avance. Pour l'éditeur que je suis, c'est vraiment une soirée de fête. Cette soirée, nous l'avons attendue, j'allais dire comme un enfant attend Noël. Le livre est paru en janvier 2011 et nous avons, même déjà avant la parution du livre, espéré de nos voeux la venue de Margaret Atwood. Voilà. Quelques mots pour présenter cet ouvrage. Tout a commencé pour moi avec ce livre il y a maintenant 4 ans ou 5 ans peut-être. Oui, lorsque Christine Evain, ici présente, la traductrice de Margaret Atwood, que je ne connaissais pas, est venue frapper à ma porte aux éditions Segers en me disant voilà, j'ai traduit une partie de la poésie de Margaret Atwood. J'ai dit la poésie, mais j'étais étonné parce que, comme beaucoup de gens en France, je ne savais pas que la grande romancière était aussi poète, et je ne savais pas de surcroît que la poésie était le terreau, véritablement le terreau où s'était enracinée son œuvre romanesque. Alors j'ai écouté Christine Evain avec beaucoup d'attention. J'aurais voulu faire paraître ce livre aux éditions Segers que je dirigeais alors, je pense que ça n'a pas été possible. Et lorsque j'ai créé ma maison d'édition, il y a maintenant 2 ans et demi, nous nous sommes revus et nous avons décidé de nous engager sur un chemin qui n'est pas forcément un chemin facile, on l'évoquera tout à l'heure, tant dans le domaine de la traduction que dans le domaine de la promotion du livre. Et un choix s'est immédiatement posé. Fallait-il publier un livre, les œuvres complètes? Non, c'est impossible, surtout lorsque l'auteur continue à écrire. L'auteur écrit, et de façon abondante. On aurait pu envisager ce qu'on appelle une anthologie personnelle, c'est-à-dire un corpus assez large qui permet de visiter 40 années de poésie. Et je me suis dit que si nous faisions cela, c'était vraiment... nous allions faire un livre, et un livre seulement. Et donc il était plus intéressant de démarrer avec l'un des premiers grands recueils emblématiques de l'œuvre de Margaret Atwood, c'est-à-dire le Journal de Susanna Moodie, paru dans les années 70. Texte très important, comme vous allez l'entendre tout à l'heure. Et donc c'est avec l'imagination fertile que nous avons démarré ce travail en nous disant, nous commençons par là, mais nous allons poursuivre ce travail avec d'autres traductions. Voilà, je vais laisser à Christine Evain le soin de présenter Margaret et son œuvre avant que nous fassions entendre ce recueil. Alors, je vais essayer à la fois d'être le plus exhaustive possible pour vous parler de Margaret, mais sans prendre toute la soirée, parce que si je souhaite l'être, Margaret n'aura même plus le droit au chapitre. Donc, pour essayer de faire bref, je vais parler peut-être de quelques étiquettes qui ont été collées à Margaret et qu'elle déteste. Pas les étiquettes, pourtant il y en a une belle collection. On parle également de ses handicaps, comme le fait d'être canadienne, le fait d'être poète, le fait de défendre la cause féministe. Tout ça, ce sont des sérieux handicaps d'après The Times, qui parlent d'un triple handicap. Donc effectivement, ça c'est pour dresser le tableau. Vous connaissez peut-être un petit peu sa biographie, élevée dans le nord de l'Ontario, in the bush, comme on dit, et ce sera un thème qui reviendra à propos de Susanna Moodie. Elle a fait ses études ensuite à l'Université de Toronto. Elle a enseigné dans différents établissements. Elle s'est mise à écrire très très tôt. Vous connaissez peut-être également toute la gamme de récompenses qu'elle a reçues pour son œuvre. 7 fois le Governor General Award, qui est quand même une des récompenses les plus prestigieuses au Canada. Le Booker Prize en 2000 pour le Blind Assassin. Je vous passe toute la collection dans toutes les langues et nationalités. L'œuvre de Margaret est connue. Je vais passer en revue de manière très brève
Sa production romanesque, simplement pour évoquer quelques titres en français que vous aurez peut-être déjà eu l'occasion de lire ou de parcourir. Il y a La femme comestible. Vous comprenez pourquoi l'étiquette féministe est venue avec un titre aussi accrocheur. 1969. Faire surface, Lady Oracle, La vie avant l'homme, Marquée au corps, Servante écarlate, La voleuse d'hommes, Captive, Le tueur aveugle. Donc ça c'est pour le Booker Prize qui lui a été donné à ce moment-là. Le dernier homme, Le temps du déluge. Je passe tous les recueils de nouvelles, également ceux de fiction courtes, qui sont soit des poèmes en prose, soit des nouvelles éclairs, comme le dit la critique. Donc ça c'est pour l'œuvre romanesque. On a également une œuvre critique, puisque Margaret a écrit un certain nombre d'ouvrages critiques, à commencer par Survival, qui est maintenant une référence dans le domaine critique. J'en viens à la poésie, puisque c'est effectivement ce qui m'occupe principalement. Donc je ne suis pas la première à traduire Margaret en poésie. Il y a d'autres traducteurs qui ont été séduits par cette œuvre. The Circle Game, qui a été traduit par Le Cercle Vicieux. Il y a également, donc vous les trouverez dans la petite... à la fin de l'ouvrage, vous avez une liste à la fois des recueils de poésie et une liste des quelques ouvrages qui ont été traduits. Donc je ne vais pas vous lire tous les titres parce qu'ils sont essentiellement des titres en anglais, de Circle Game jusqu'à son dernier, les derniers, Bottle et The Tent. Il y en a une douzaine de recueils de poésie. Et ce qui est assez intéressant, c'est effectivement de voir les liens entre la poésie et la fiction, puisque souvent on retrouve un réseau d'images en poésie qui vient nourrir la fiction et qui montre l'importance de la poésie dans l'œuvre de Margaret Atwood. Je ne vais pas plus m'étendre parce que je souhaite donner la parole à Margaret. Et peut-être pouvez-vous commencer par nous présenter le recueil The Journals Susanna Moodie et nous dire comment l'idée est venue et peut-être aussi nous expliquer qui est Susanna Moodie. Voilà. Bonsoir tout le monde. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici avec vous ce soir. Probably it would be better for me to, if I'm going to do anything complicated, to speak in English. Si je fais quelque chose de compliqué, ça sera plutôt en anglais. Moi, je vais donner un petit coup de main. I learned French through the literature at a time when we didn't have any language labs. J'ai appris le français grâce à la littérature, à une époque où il n'y avait pas de labo de langue. I have a large reading vocabulary of 18th century words. On a compris le vocabulaire du XVIIIe siècle. But until I came to France, I did not know how to say, "Could I have a coffee, please?" Or, "Where is the washroom?" These are the most important things that you need to know. Avant d'arriver en France, je ne savais pas dire ni puis-je avoir un café, ni où sont les toilettes. C'est effectivement deux choses importantes. So I will speak in English, but I can understand what you say. Donc elle parlera en anglais, mais si vous avez des questions en français, pas de problème. I began writing the Journals of Susanna Moodie in the 1960s when I was less than 30 years old. J'ai commencé à écrire le journal de Susanna Moodie dans les années 60, avant l'âge de 30 ans. Avant l'âge de 30 ans. So I was thinking a lot about North American literature at the time, especially early North American literature, which means in the United States, the Puritans. In New France, it means
the nuns and priests. Donc elle réfléchissait beaucoup à la littérature de cette époque. Aux États-Unis, la littérature puritaine, et au Canada, la littérature écrite par les religieux. In the 17th century. Au XVIIe siècle. The first writing to be done in French in North America was done by nuns. Donc les premiers écrits au Canada étaient des écrits de religieuses. The first writing done in Canada in English was done by Susanna Moodie. Et en anglais, au Canada, les premiers écrits, c'était justement Susanna Moodie. Whereas in the United States, the first writing was done by men. Alors qu'aux États-Unis, c'était des hommes qui ont fait ces premiers écrits. So it's a different arrangement. It's a different relation to the written word. Donc on voit cette relation différente à l'écrit entre le Canada et les États-Unis. So Susanna Moodie was an immigrant. Oui, Susanna Moodie était là, une immigrée. She went to a place that was called Upper Canada. Elle est allée au Canada du Nord. Well, no, it was called Upper Canada. Upper Canada was further south than Lower Canada. Lower Canada was Quebec. Upper Canada was further south, but it was further up the river. Donc c'était plus en amont du fleuve, donc les repères étaient par rapport au fleuve. Le fleuve was le Saint-Laurent. So she went there thinking she was going to a place like the south of France. Elle pensait qu'elle allait à un endroit qui était un petit peu comme le sud de la France. With vineyards. Oui, avec des vignobles. There was such a place in Upper Canada. It was around Niagara Falls. Donc il y avait effectivement un endroit un petit peu de ce type, c'était près des chutes du Niagara. But that was not available. Mais c'était pas un endroit où elle pouvait aller. So she and her husband, who was in no way equipped to do this, he had no skills of this kind. Donc il n'avait pas de compétences lui permettant d'aller à cet endroit. They were of the middle gentry. Donc ils étaient de la bourgeoisie moyenne. Yes. Sort of upper middle gentry. He was a younger son. Il était un jeune fils, donc pas parmi les aînés. So in England that meant you didn't get any of the land. Donc il n'héritait pas de la terre. So you had to go into the army or into the Anglican church. Oui, donc ses options c'était l'armée ou bien l'église. The army or the church. He went into the army. He was in no way suited to do Il n'était pas adapté. He liked to play on the flute. Et il aimait jouer la flûte. He was musical. Il avait donc un talent musical. She had none of these wilderness skills either. Et elle n'avait aucun don pour la vie dans un lieu sauvage. So they found themselves in the middle of the forest. Ils se sont retrouvés en plein milieu de la forêt. Beaucoup d'ours. Many bears. Beaucoup de moustiques. Many mosquitoes. Beaucoup de petits mouches noires. Many black flies. Nothing to eat. Rien à manger. So they spent 7 horrible years. 7 ans horribles. Terrible. Difficile. Their house burnt down. Leur maison a brûlé. They were in a forest.
forest fire. Il était dans un milieu de feu de forêt. They tried to plant a garden. Ils ont essayé de planter un jardin avec pas beaucoup de succès. Heureusement, on avait un petit guerre au Canada. C'était une rébellion, c'est-à-dire la rébellion de 1837. Et Colonel Moodie, Monsieur Colonel Moodie, a aidé le gouvernement. Susanna était au cours avec les rebelles, mais... Et à cause de ça, c'était possible pour eux de déménager à Belleville, un petit comment dit-on, town, petite maison. So, avant d'émigrer, elle était écrivain déjà. Et après, elle a écrit 2 livres. Roughing It in the Bush, c'est-à-dire Temps horribles dans la forêt, and Life in the Clearings, c'est-à-dire civilisation de sorte. And I read both of these books. J'ai lu les 2 livres à cet âge de 23. Et j'ai eu un rêve. Et le rêve était que j'ai écrit un opéra, pas de chance, avec une personnage, c'est-à-dire Susanna Moodie, qui chantait toute seule sur l'étage. Alors, il faut investiguer ça. J'ai commencé à écrire ces poèmes, et les poèmes sont les choses qu'elle a évité à dire dans ces 2 livres. So the subtext, le sous-texte de la vie de Susanna Moodie, qui était assez dur. She had quite a hard life. One of her children drowned in the river, just as described in the poem. Un de ses fils s'est noyé, comme elle le décrit dans un des poèmes. And she had these forest fires and house burning down in the middle of the winter, au milieu de l'hiver. Ces maisons are brûlées. So beaucoup de choses très difficiles. And the poems come out of her books. Les poèmes viennent de ses livres, et ces livres viennent de sa vie. Alors, also, in her books, I read the story of Grace Marks, who became the subject of my novel Captive, alias Grace. And I first read that story in her book Life in the Clearings. Donc, c'est le lien avec le roman Captive, parce qu'effectivement, quelques années plus tard, Margaret Atwood a écrit un roman, et ce roman, en fait, la graine pour ce roman était plantée au moment où elle a travaillé sur Moodie. Her life and experience is in the way the reverse of mine. Sa vie et son expérience sont le renverse de la mienne, parce que j'ai grandi dans la forêt et j'ai déménagé au centre-ville. Les ours pour moi étaient des autres enfants. Les, comment dit-on, flash toilets. La chasse d'eau. Oui, on a telle chose comme ça. La forêt, alors très effrayant. Things disappear. Des choses disparaissaient. Very frightening. Vacuum cleaners. Donc, comme des aspirateurs. Yes. I was frightened by those as a child. Comme enfant,
Voilà, les aspirateurs étaient quelque chose d'effrayant. So she was frightened by things in the forest. I was frightened by things in the city. Donc, Moodie avait peur de choses dans la forêt, et Margaret, c'était le contraire, c'était plutôt des choses dans la civilisation, dans la maison, comme l'aspirateur. Très effrayant. So I understood her experience of finding things very strange. Donc, elle comprenait cette expérience qui consiste à trouver les choses étranges. And also, because it was a city, and it was just after the war, we had a lot of immigrants coming into it. And you could see their experience, which was very similar to hers. Donc, comme c'était une époque d'après-guerre, il y avait effectivement aussi une vague d'immigration à l'époque qui a connu Margaret, et c'est pour ça que ça rentre en résonance avec le vécu de Susanna Moodie, qui elle-même était témoin de vagues d'immigration après sa propre arrivée. So, when you are coming into a strange place, of whatever kind, you don't understand the rules. Donc, quel que soit l'endroit étranger dans lequel on arrive, dans un premier temps, on n'en comprend pas les règles. So things are harder for you than people who understand what to do every day. Donc, c'est plus difficile pour les personnes qui arrivent dans cette situation-là que ceux qui sont habitués. Possibly for this reason, possiblement pour cette raison, this book has never been out of print. C'est peut-être pour cette raison que cet ouvrage n'a jamais été en rupture, et c'était toujours en impression, et toujours imprimé et disponible. So some people are reading it for historical reasons, but other people are reading it because it's like their own experience. Donc certaines personnes lisent cet ouvrage pour des raisons historiques, et d'autres parce que justement ça rentre en résonance avec leur propre expérience et que c'est d'actualité. Ça suffit. Le journal de Susanna Moodie. Je prends cette photographie de moi et avec des ciseaux de couture, je découpe le visage. Maintenant, c'est plus exact. Là où il y avait mes yeux, absolument tout apparaît. I take this picture of myself and with my sewing scissors cut out the face. Now it is more accurate. Where my eyes were, everything appears. Débarquement à Québec. Est-ce que ce sont mes vêtements, ma démarche, les choses que j'ai à la main, un livre, un sac avec mon tricot, le rose incongru de mon châle, cet endroit n'entend pas? Ou bien est-ce mon propre manque de conviction qui ouvre ces perspectives de désolation, collines étendues, marécages, sable nu, éclat du soleil sur le bois flottant d'un blanc osseux, présage de l'hiver. La lune étrangère aux heures du jour, un mince refus. Les autres bondissent, crient « Liberté !» L'eau mouvante refuse de me renvoyer mon reflet. Les rochers ignorent. Je suis un mot dans une langue étrangère. Disembarking at Quebec. Is it my clothes, my way of walking, the things I carry in my hand, a book, a bag with knitting, the incongruous pink of my shawl, this space cannot hear? Or is it my own lack of conviction which makes these vistas of desolation, long hills, the swamps,
the barren sand, the glare of sun on the bone-white drift logs, omens of winter, the moon alien in daytime, a thin refusal. The others leap, shout, freedom. The moving water will not show me my reflection. The rocks ignore. I am a word in a foreign language. D'autres arrivées. Après la traversée de la longue maladie qu'était l'océan, nous avons remonté le fleuve. Sur la première île, les immigrés ont jeté leurs vêtements et ont dansé comme des mouches de sable. Nous avons laissé une à une les villes pourrissant de choléra, une à une nos distinctions civilisées. Et nous sommes entrés dans une vaste obscurité. C'est dans notre propre ignorance que nous sommes entrés. Je n'en suis pas encore sorti. Mon cerveau tâtonne nerveusement dans la nuit. Ses tentacules lancent des frayeurs poilus comme des ours, exigent des lampes, ou bien, en attendant mon ombre de mari, entend la malice dans le murmure des arbres. Il me faut des yeux de loup pour voir la vérité. Je refuse de regarder dans un miroir. Ce lieu sauvage est-il réel ou non? Cela dépend de qui y habite. Further arrivals. After we had crossed the long illness that was the ocean, we sailed upriver. On the first island, the immigrants threw off their clothes and danced like sandflies. We left behind, one by one, the cities rotting with cholera, one by one our civilized distinctions, and entered a large darkness. It was our own ignorance we entered. I have not come out yet. My brain gropes nervous tentacles in the night, sends out fears hairy as bears, demands lamps, or waiting for my shadowy husband, hears malice in the trees' whispers. I need wolf's eyes to see the truth. I refuse to look in a mirror. Whether the wilderness is real or not depends on who lives there. Les deux feux. L'un, le feu d'été à l'extérieur. Les arbres en train de fondre, retournant rouge à leur élément premier, de tous les côtés me barrant le chemin de la fuite ou du lac salvateur. Assise dans la maison, j'ai dressé entre cette fureur informe et mes enfants endormis un talisman. Concentre-toi sur les formes, la géométrie, l'architecture humaine de la maison, les portes rectangulaires et fermées, les solides poutres du toit, la logique des fenêtres. Les enfants ne pouvaient pas être réveillés. Dans leurs rêves tranquilles, les arbres étaient droits, ils avaient encore des branches, ils étaient verts. L'autre, le feu d'hiver à l'intérieur. Le toit protecteur se tordant au-dessus de nos têtes, les chevrons incandescents, tous ces angles et lignes droites en feu, la structure construite avec soin, nous emprisonnant dans une cage aux barreaux en flammes. Les enfants étaient réveillés et pleuraient. Je les ai enveloppés, portés dehors dans la neige, puis j'ai essayé de sauver ce qui pouvait rester de leurs rêves brûlés dans la maison, couverture, vêtements chauds, les meubles roussis de notre sécurité, jetés avec eux dans le chaos blanc. Deux feux m'ont enseigné. Chaque refuge nous trahit. Chaque danger devient un havre. On laissait des marques carbonisées maintenant autour desquelles j'essaye de grandir. The two fires.
One, the summer fire outside, the trees melting, returning to their first red elements on all sides, cutting me off from escape or the saving lake. I sat in the house, raised up between that shapeless raging and my sleeping children, a charm, concentrate on form, geometry, the human architecture of the house, square closed doors, proved roof beams, the logic of windows. The children could not be wakened. In their calm dreaming, the trees were straight and still had branches and were green. The other, the winter fire inside, the protective roof shriveling overhead, the rafters incandescent, all those corners and straight lines flaming, the carefully made structure prisoning us in a cage of blazing bars. The children were awake and crying. I wrapped them, carried them outside into the snow. Then I tried to rescue what was left of their scorched dream about the house. Blankets, warm clothes, the singed furniture of safety cast away with them in white chaos. 2 fires informed me. Each refuge fails us. Each danger becomes a haven. Left charred marks now around which I try to grow. Le choix suivant, voilà, d'un jeune fils par noyade. Lui qui naviguait avec succès sur la rivière dangereuse de sa propre naissance, se lança une fois de plus dans un voyage de découverte de la terre sur laquelle je flottais, mais que je ne pouvais toucher pour faire mienne. Son pied glissa sur la rive. Les courants l'emportèrent. Il tourbillonna dans l'eau gonflée de glace et d'arbres, et plongea vers les régions lointaines, sa tête une bathysphère, à travers les fines bulles de verre de ses yeux. Il regarda avec attention, aventurier intrépide, un paysage plus étrange qu'Uranus. Nous sommes tous allés et dont certains se souviennent. Il y eut un accident. L'air se referma. Il était suspendu dans la rivière comme un cœur. Ils ressortirent, le corps spongieux, cairn de mes projets et schémas d'avenir, avec des perches et des crochets parmi les troncs enchevêtrés. C'était le printemps. Le soleil continuait à briller. L'herbe nouvelle bondit vers l'état solide. Mes mains scintillaient de détails. Après le long trajet, j'étais fatigué des vagues. Mon pied heurta le rocher. Les voiles du rêve se déchirèrent, lambeaux. Je l'ai planté dans ce pays comme un drapeau. Death of a young son by drowning. He who navigated with success the dangerous river of his own birth, once more set forth on a voyage of discovery into the land I floated on, but could not touch to claim. His feet slid on the bank, the currents took him. He swirled with ice and trees in the swollen water and plunged into distant regions, his head a bathysphere. Through his eyes thin glass bubbles, he looked out, reckless adventurer, on a landscape stranger than Uranus we have all been to, and some remember. There was an accident. The air locked. He was hung in the river like a heart. They retrieved the swamped body, cairn of my plans and future charts, with poles and hooks from among the nudging logs.
It was spring. The sun kept shining. The new grass leapt to solidity. My hands glistened with details. After the long trip, I was tired of waves. My foot hit rock. The dreamed sails collapsed, ragged. I planted him in this country like a flag. She says in her own book that she didn't feel that she really was living in Canada until she had buried one of her children in it. Elle dit dans un de ses livres qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle habitait le Canada, ou qu'elle n'avait pas le sentiment de vraiment habiter le Canada avant de vivre ce deuil de son propre fils et avant d'avoir enterré son fils dans cette terre du Canada. Ça, c'était un extrait du deuxième journal. Et on va passer donc à la double voix. Un poème qui figurera dans l'anthologie Les Voix du poème que nous préparons pour le Printemps des Poètes 2013. Texte intitulé La double voix. La double voix. Deux voix se relayaient pour se servir de mes yeux. L'une, raffinée, faisait de l'aquarelle, baissait la voix lorsqu'elle parlait de montagnes ou des chutes du Niagara, composait des vers inspirés et prodiguait de bons sentiments aux pauvres. L'autre voix avait d'autres savoirs, que les hommes transpirent toujours et boivent toujours, que les cochons sont des cochons, mais doivent de toute façon être mangés, que les bébés à naître sont comme des plaies purulentes sur le corps, qu'il n'y a rien à faire contre les moustiques. L'une a regardé, à travers mes yeux imprécis, qui s'effaçaient progressivement les feuilles rouges, les rituels des saisons et les rivières. L'autre a trouvé un chien mort, jubilant d'asticots, à demi enterré entre les petits pois. The double voice. Two voices took turns using my eyes. One had manners, painted in watercolors, used hushed tones when speaking of mountains or Niagara Falls, composed uplifting verse and expended sentiment upon the poor. The other voice had other knowledge, that men sweat always and drink often, that pigs are pigs but must be eaten anyway, that unborn babies fester like wounds in the body, that there is nothing to be done about mosquitoes. One saw through my bleared and gradually bleaching eyes, red leaves, the rituals of seasons and rivers. The other found a dead dog, jubilant with maggots, half buried among the sweet peas. It's typical of her writing that she likes Canada from a distance. Typique de l'écriture de Moodie qu'elle aime le Canada, mais à condition de l'aimer avec une certaine distance. Sunsets, mountains, over there. Plus loin, lorsqu'on peut imaginer le paysage avec le soleil couchant, etc. But when things are close up, Mais quand on est devant, it's not so good. c'est un peu moins alléchant. She also did have all of these babies by herself in this log cabin. Et elle a effectivement eu beaucoup d'enfants et elle était seule dans cette cabane en bois avec tous ses enfants. Et la question de la double voix est quelque chose sur laquelle Margaret revient souvent, en disant que cette caractéristique est un petit peu celle du Canada également, que tout Canadien est un immigré et que tout Canadien a un petit peu cette tendance schizophrène à penser avec une double voix. Donc en ce sens-là, c'est un peu emblématique du caractère canadien.
Maybe everybody else too. Et peut-être, oui, c'est emblématique de chacun d'entre nous, quelle que soit notre nationalité. Plus tard, à Belleville, une carrière. Autrefois, près d'une lampe à huile amère et d'un tapis de haillons tressés, j'écrivais des vers sur l'amour et les clochettes des traîneaux que j'échangeais contre des pommes de terre. L'été, je peignais des papillons sur une variété de mousse blanche qui était achetée par les touristes, mis sous verre pour les boudoirs anglais. Et mes enfants, miraculeux, portèrent des chaussures. Maintenant, chaque jour, je suis assise dans un canapé moelleux, dans mon propre boudoir à franges. J'ai des assiettes en bon état, dans lesquelles, à intervalles réguliers, je prends mes repas, et un service à thé en porcelaine. L'art ne sert à rien. Like a lot of Victorian ladies, comme beaucoup de femmes bourgeoises victoriennes, she felt that she had to excuse herself and Elle avait le sentiment de devoir s'excuser for writing. Pour le fait qu'elle écrivait. So if she was writing to make money for her children, si elle écrivait dans un but alimentaire, that was all right. Alors ça allait. And she also did this painting. Et elle peignait également. And sold the results. Et elle en faisait un commerce. Because when they lived in the forest, they were really very poor. Parce que quand ils habitaient dans les forêts, ils étaient très pauvres. Et donc là, elle pouvait apporter un petit plus financier à la famille. And she really did say, I did this to get my shoes for my children. Et elle disait effectivement, elle admettait, je fais ça dans un but alimentaire. Elle ne s'autorisait pas à faire de l'art pour l'art. Ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait concevoir. As a well-mannered lady. Et ça faisait partie de l'éducation victorienne. Though in our age, we have no excuse. Il y a excuse en ce temps moderne, on ne peut pas donner la même excuse. Later in Belleville, career. Once, by a bitter candle of oil and braided rags, I wrote verses about love and sleigh bells, which I exchanged for potatoes. In the summers, I painted butterflies on a species of white fungus, which were bought by the tourists, glass-cased for English parlors, and my children, miraculous, wore shoes. Now every day I sit on a stuffed sofa in my own fringed parlor, have uncracked plates from which I eat at intervals, and a china tea set. There is no use for art. Visite à Toronto avec Visite à Toronto avec amis. Les rues sont neuves, le port est neuf également, l'Asie de Fou est jaune. Au premier étage, il y avait des femmes assises qui cousaient. Elles nous regardèrent tristement, gentiment, répondirent à nos questions. Au deuxième étage, il y avait des femmes accroupies, mettant en pièces leurs vêtements, criant. Elles firent peu attention à nous. Au troisième étage, j'entrai par une porte de verre dans une autre sorte de chambre. C'était une colline, avec des rochers, des arbres, aucune maison. Je m'assis et lissai mes gants. Le paysage disait quelque chose, mais je ne pouvais entendre. L'un des rochers poussa un soupir et roula plus loin. Au-dessus de moi, au niveau des yeux, 3 visages apparurent dans un espace oblong.
Il voulait que je sorte pour aller là où il y avait des rues et le port de Toronto. Je secouai la tête. Il n'y avait pas de nuages. Les fleurs à plumes d'un rouge profond surgissaient parmi les pierres sèches. L'air s'apprêtait à me donner toutes sortes de réponses. À cette époque, on peut visiter les asiles et les prisons comme un cirque, une sorte de ménagerie. Et elle a visité cet asile qui était tout neuf. On était très fiers de cet asile. On a donné des tours, comment dit-on? Des tours, oui. Et elle, in Life in the Clearings, elle a décrit l'asile comme ça. Et c'était pendant cette visite qu'elle a vu Grace Marks, qui était à l'époque dans cet asile. Les dernières lignes de ce poème sont le commencement de Captive. Voilà, du roman dont on a parlé tout à l'heure. Visit to Toronto with companions. The streets are new, the harbor is new also, the lunatic asylum is yellow. On the first floor there were women sitting sewing. They looked at us sadly, gently, answered questions. On the second floor there were women crouching, thrashing, tearing off their clothes, screaming. To us they paid little attention. On the third floor, I went through a glass-paneled door into a different kind of room. It was a hill with boulders, trees, no houses. I sat down and smoothed my gloves. The landscape was saying something, but I couldn't hear. One of the rocks sighed and rolled over. Above me, at eye level, 3 faces appeared in an oblong space. They wanted me to go out to where there were streets and the Toronto harbor. I shook my head. There were no clouds. The flowers, deep red and feathered, shot from among the dry stones. The air was about to tell me all kinds of answers. Peut-être Christine dire un mot. Pour introduire ce poème-là. Oui. Donc on saute au dernier poème, et avant d'arriver à ce dernier poème, Susanna Moodie va mourir. Donc on a ses pensées, thoughts from underground, ses pensées de sous-terre. Donc il y a 2 poèmes, un premier qui s'intitule effectivement Thoughts from the Underground, et puis un autre, Alternative Thoughts from Underground, qui nous donne, qui nous livre un peu le contenu de ses pensées. On pourrait s'arrêter là, hein, quand quelqu'un est mort et enterré, normalement ça suffit, mais non, là, il y a ce dernier poème qui nous montre la présence de Susanna Moodie à l'époque moderne et la manière dont elle vient hanter le paysage aujourd'hui encore. Un bus sur Saint-Clair, décembre. Il en faudrait plus pour me bannir. Ceci est encore mon royaume. Tourne-toi, regarde le ciel par la fenêtre salie, une forêt vierge de fils métalliques. Bien que je sois enterré dans des monuments de plaques de béton, de câbles, bien qu'ils aient élevé une pyramide de lumière froide au-dessus de ma tête, bien qu'ils aient dit « nous construirons un paradis d'argent avec un bulldozer », on voit qu'ils ne savent rien de la disparition. J'ai ma manière de me faufiler. En ce moment, la neige ne t'est pas plus familière qu'elle ne l'était pour moi. C'est de mon fait. L'air gris, les rugissements derrière ne sont pas plus familiers. Je suis la vieille femme qui est assise en face de toi dans le bus. Ses épaules remontées,
comme un châle. De ses yeux sortent de petites épingles secrètes qui détruisent les murs, le plafond. Tourne-toi, regarde à terre. Il n'y a pas de ville. Ceci est le cœur d'une forêt. Ta place est vide. A bus along St. Clair, December. It would take more than that to banish me. This is my kingdom still. Turn, look up through the gritty window, an unexplored wilderness of wires. Though they buried me in monuments of concrete slabs, of cables, though they mounded a pyramid of cold light over my head, though they said, we will build silver paradise with a bulldozer, it shows how little they know about vanishing. I have my ways of getting through. Right now, the snow is no more familiar to you than it was to me. This is my doing. The gray air, the roar going on behind it, are no more familiar. I am the old woman sitting across from you on the bus, her shoulders drawn up like a shawl. Out of her eyes come secret hat pins, destroying the walls, the ceiling. Turn, look down. There is no city. This is the center of a forest. Your place is empty.